Bonjour Fabien. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous recevoir ici parce que c'est avec grand plaisir de participer aussi. On ne vous voit pas en vidéo alors que vous êtes une des grandes pointures de l'Ayurveda en France. Oui, je suis praticien d'Ayurveda, donc c'est vrai que je suis plutôt dans mon cabinet que face à des caméras. Et oui, c'est souvent le cas des gens que je reçois ici, c'est pour ça qu'on a de la chance. Alors, je vais revenir un petit peu sur votre parcours Fabien parce que ce que j'aime bien c'est que vous avez rencontré l'Ayurveda de manière assez improbable. Vous étiez en train de faire votre service militaire en Guyane il y a combien ? Il y a un peu plus de 25 ans. Un peu plus de 25 ans, et c'est en lisant une revue de santé naturelle que l'Ayurveda vous a... Tout à fait par hasard. Je m'intéressais quand même au milieu naturel, bien entendu, la santé naturelle. Ouais. Et c'est en lisant un magazine trouvé dans un kiosque qui présentait tout un tas de techniques et de médecine alternative, dont l'Ayurveda, où il y avait un beau documentaire. Et l'appel s'est fait assez spontanément, assez intimement et naturellement. Ouais. Et puis suite à ça, vous avez commencé d'abord par faire des stages, mais ce n'était pas assez. Donc vous êtes vite lancé dans des formations avec certains des plus anciens spécialistes de l'Ayurveda en France. Et vous êtes très rapidement parti en Inde surtout pour vous abreuver à la source. Il fallait aller à la source, bien entendu. Donc au bout d'un an d'apprentissage avec des personnes et des professeurs que j'ai pu avoir ici en France, directement aller à la source, c'était une évidence pour aussi participer avec des docteurs directement sur place, sur leurs pratiques, et de recevoir aussi sur moi directement des pratiques avec des techniques très particulières pour qui sont proposées. Pour constater leur effet. Voilà. Parce que c'est vrai que l'Ayurveda, contrairement à d'autres médecines, a un côté, et c'est ce qu'on va voir là ce matin ensemble, a un côté très pratique. Oui, voilà. Il ne s'agit pas de comprendre des choses, mais bien de les faire et de les tester. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez un cabinet de praticiens en Ayurveda dans lequel vous accueillez des personnes qui viennent vous voir pour diverses problématiques de santé. Vous êtes spécialisé dans aussi le Panchakarma, qui est la grande figure de la médecine ayurvédique, qui est une espèce de grande détox par le biais de 5 actions. Quelque chose de très fort et de très particulier. Vous êtes aussi spécialisé dans les massages ayurvédiques, ça on va beaucoup en reparler. Et puis vous êtes l'auteur de certains des livres de référence de l'Ayurveda. Alors on a celui-ci ici. Et puis, il y en a un autre il y en a deux autres, dont un qui est en train d'être réédité pour la 3e fois, la Bible de l'Ayurveda, qui est un très bel ouvrage, très pratique, comme ce que vous proposez. Très complet, et oui, avec le côté qui était voulu, de pouvoir être très pratique et compréhensible, sans forcément avoir toute une théorie sur l'Ayurveda, mais ça approche déjà la compréhension en Ayurveda, les humeurs biologiques, donc les fonctions biologiques. Ça amène quand même à comprendre ces univers-là pour pouvoir après mettre en pratique certaines choses en ayant eu sa propre lecture par ce biais-là. Alors ma première question pour vous, Fabien, j'en ai parlé un petit peu en introduction et on vient d'en reparler, c'est que la médecine ayurvédique, ça n'est pas un folklore, c'est une vraie médecine qui est pratiquée en Inde, on le disait, depuis 5000 ans, par de véritables médecins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nous expliquer un peu? Parce que ça nous paraît... En France, on ne connaît que... Quand on dit médecine, en France, c'est la médecine conventionnelle. En Inde, il y a 2 médecines reconnues. Voilà. Il y a la médecine allopathique, bien entendu, qui est présente depuis l'époque anglaise. Mais bien précédemment, la médecine ayurvédique était une des seules pratiquées en Inde. Et à l'heure actuelle, effectivement, on estime qu'il y a à peu près 70% de la population qui se soigne ou qui a recours à l'Ayurveda pour se soigner. Prioritairement. Prioritairement. C'est très intéressant ça. Voilà, parce qu'en fait, c'est la médecine de campagne. Dans les endroits reculés de l'Inde, généralement, il n'y a que l'Ayurveda. Et aussi parce que en Inde, en fait, c'est la médecine du quotidien, la médecine de famille aussi. Par exemple, on va trouver chez nous ce qu'est le romarin au fond du jardin pour soigner certaines choses, le thym ou le romarin. En Inde, on a Amla, Haritaki, Bibitaki, c'est-à-dire des arbres qui sont à portée de main et qui aussi sont connus par la mère de famille pour soigner tel ou tel mot. Donc les médecins ayurvédiques indiens ont un cursus de médecine comme on pourrait l'avoir pour la médecine allopathique, c'est ça? Tout à fait. Il y a à peu près 5 années de médecine en université, spécialisée sur l'Ayurveda,
très souvent accompagné de connaissances sur la médecine allopathique aussi, Ouais. ce qui leur permet à la fin Ouais. de leur cursus quand même d'avoir une bonne approche aussi sur l'allopathie et leur permettant de choisir aussi ce qui va être le plus approprié et quand l'utiliser. Ouais, d'accord. Voilà. Puisque le but, c'est quand même la santé de la personne avant tout. Ouais, ouais. Donc, ça n'est pas une médecine douce, c'est une autre forme de médecine traditionnelle. Voilà, puisque dans l'aspect de l'Ayurveda, bien entendu, il y a toute la partie préventive, se connaître, savoir comment on est constitué, manger en fonction de ses constitutions et de nos déséquilibres. Donc ça, c'est toute la partie éducative qu'a le docteur ayurvédique face à sa patientèle. Et puis après, il y a toute la partie curative aussi, où là, on va utiliser les soins, les traitements, les plantes, quand il y a un problème de santé qui s'est installé. Ouais. Alors, parmi les outils, je crois que les médecins ont à disposition, il y a, pour connaître l'état de leurs patients, il y a ce qu'on appelle la prise des pouls. Oui. C'est quelque chose que vous connaissez bien, ça, je crois. Que oui, vous êtes ça a été ma grande question d'ailleurs dès mon premier passage en Inde, c'était de pouvoir savoir comment en prendre le pouls, si c'était accessible en tout cas dans mon cursus. Et en fait, oui, c'est un long apprentissage, bien entendu, mais c'est un outil très intéressant puisqu'il n'y a pas l'analyse intellectuelle. On est sur le ressenti. On est sur le ressenti, c'est en fait un effet kinésiologique, si on l'approche de techniques modernes de maintenant. C'est-à-dire que c'est le corps lui-même qui donne ses réponses. Et donc, effectivement, il y a un modèle de lecture qui se fait de ces réponses-là par la prise du pouls. Voilà. D'accord. Et quelles sont les informations que vous allez tirer de cette prise de pouls? Alors, on a toujours cette grille de lecture qui passe par Vata, Pitta et Kapha, les humeurs biologiques. Dont on va parler un petit peu plus précisément. Tout à fait. Et ensuite, on peut aller bien sûr un peu plus loin, c'est-à-dire en situant dans le corps, est-ce qu'il y a un excès Vata, un excès Pitta ou un excès Kapha, en le situant. Donc, grosso modo, vous arrivez à voir où est-ce qu'il y a un déséquilibre dans le corps grâce à ces pouls. Voilà. Ensuite, toujours à croiser, ça fait partie des points de diagnostic. Voilà. Après, il y a la lecture des yeux, il y a la lecture de la peau, la lecture aussi de points vitaux aussi, qui peuvent être introduits dans l'ensemble des points pour le diagnostic. Et ensuite, on croise toutes ces informations de lecture corporelle, bien sûr, avec des questions-réponses sur savoir qu'est-ce que la personne elle-même ressent de ce qui se passe pour elle. Est-ce que vous pourriez montrer sur moi ce que ça donne, cette prise de pouls? avec plaisir. Moi, je trouve ça fascinant, en fait. Il y a quelque chose d'assez... Donc, ça se prend là, c'est ça? Voilà, ça se prend sur la partie du poignet. Ouais. Et pour juste l'introduire à ça, on lit ce qui est la partie Vata sur ce doigt, Pitta et Kapha. D'accord. D'accord, je regarde sur l'autre poignet. Ah, il faut faire les deux côtés. Il y a les deux côtés. Okay. D'accord, ok, oui. Alors bon, voilà, juste... Voilà. Vous sentez des choses, vous sentez comme une... Oui, voilà, en fait, bien entendu, il y a les pulsations du rythme sanguin qui sont là. Et en fait, selon la partie du doigt qui est le plus impactée, on va situer si c'est en haut, en bas du corps, si ça concerne une fonction plus globale. Parce qu'en fait, il y a 5 sous-doshas, c'est-à-dire... sous Vata, il y a 5 Vata en fait. D'accord, les petits tiroirs. Voilà, les petits tiroirs qui correspondent, par exemple, si je parle uniquement sur le Vata, vous avez le Apana Vata qui concerne tout ce qui est les mouvements vers le bas, c'est-à-dire l'évacuation des selles, des urines, tout ce qui va vers le bas, mais aussi la zone lombaire, par exemple, ou la zone bas-ventre.
D'accord. Voilà. Donc quand il y a des perturbations de cette zone-là, sous cette partie-là du doigt, je vais sentir une pulsation qui est plus forte. Alors est-ce que là il y a une petite chose en particulier que vous avez sentie? J'étais dirigé sur ça parce qu'effectivement on sent que le bas du dos... le bas du dos. Ouais, le bas du dos. C'est drôle que vous me disiez ça. Voilà, c'est... Je précise que je me lève en ce moment tous les matins avec le dos complètement bloqué, ce qui ne m'arrive absolument voyez, jamais. Pas de mensonge avec la prise du pouls. En fait, le Vata amène ce qui est... les qualités Vata, c'est froid, sec, et c'est aussi la mobilité. Ouais. Donc quand ça se place sur un niveau d'excédent, c'est-à-dire excès Vata, il va y avoir un excès froid ou un excès sec, donc de sécheresse dans le corps, ou un excès de mobilité, voire l'inverse, un arrêt de mobilité, soit l'un soit l'autre. Donc dans ce cas de figure, voilà pour vous, quand j'ai vu un excès Apanavata, souvent ça correspond à de la raideur, c'est-à-dire un effet de dessèchement qui s'est introduit dans cette zone du corps et qui va engager moins de mobilité, parce qu'il y a une raideur qui va s'installer musculaire. C'est fou. Je trouve ça assez incroyable qu'en posant votre doigt sur mon poignet, vous puissiez voir que j'ai un mal de dos en ce moment. Et oui, voilà, c'est pour ça que cette méthode-là m'a beaucoup interpellé, parce que, par exemple, un cas de figure qui se présente quand quelqu'un est habitué avec une douleur ne va pas forcément la mentionner. Pensez à vous le dire. Ouais. Voilà, parce que c'est intégré dans l'existence. Et là, ça peut faire partie justement d'une question soulevée. Voilà, je vois tel excès de feu dans cette zone-là. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. C'est vrai que j'ai ça. Voilà. Mais d'ailleurs, justement, je me demandais un petit peu, les personnes qui viennent vous voir, elles viennent vous voir pour quel type de problème? Est-ce que c'est pour des problèmes ou oui, j'imagine plutôt. Oui, généralement, quand même, on a maintenant une vue que l'Ayurveda... tout le monde n'a pas une vue que ce soit une médecine, mais en tout cas... on sait que c'est une technique de soin. Une technique de soin qui va plus loin que le massage, bien sûr. Ça a été tout à fait au début, il y a à peu près une vingtaine d'années. Voilà, Ayurveda, c'était une technique de massage, ce qui n'est pas totalement vrai, mais on abordait l'idée que... Il y en a dedans, on va en reparler, mais ils sont plus puissants qu'on ne le pense. Et donc, du coup, maintenant, on a aussi une idée que l'Ayurveda s'occupe de plus que du massage, mais de tout l'ensemble de ce qui peut atteindre le corps. Et donc, on vient aussi pour des problèmes de santé. Et les troubles principaux, est-ce qu'il y a des grands troubles que vous retrouvez un peu chez les personnes qui viennent vous voir? Voilà, donc les problèmes assez courants, ça va être les troubles intestinaux. Voilà, ça c'est quand même assez courant. Donc liés à l'alimentation et le fait de pouvoir avoir cette grille de lecture et de se comprendre comment on est constitué en Ayurveda, voilà, ça permet d'orienter sur l'alimentation. Voilà. Donc c'est vrai que les troubles intestinaux, les problèmes articulaires, les problèmes de dos, justement, ça va un peu avec, musculaires et tendineux. Voilà, les problèmes d'allergie qui sont souvent liés aussi avec l'alimentation, qui peuvent être assez souvent liés à l'alimentation. Est-ce que le poids, c'est quelque chose qui revient? Oui, aussi. Ça, c'est les problématiques de poids. Ça, c'est aussi ce qui peut venir assez souvent comme question. D'accord. Et qu'est-ce que l'Ayurveda va proposer de plus, de mieux, de particulièrement efficace dans la prise en charge? Qu'est-ce qui fait que vous, cette médecine, elle vous séduit toujours autant après 25 ans à la connaître? Ce qui est très intéressant en Ayurveda, c'est qu'il y a une partie assez éducative, ou en tout cas d'autogestion sur la santé. C'est-à-dire qu'on ne vient pas voir un praticien d'Ayurveda juste pour avoir les conseils de qu'est-ce qu'il faut prendre en type d'alimentation, complément alimentaire, et on repart avec sa petite liste. Voilà. Là, on vient aussi on revient d'une séance avec un praticien avec une approche de savoir comment je suis constitué, et quand je vais avoir affaire à des lectures, à des tableaux sur les aliments Vata, Pitta ou Kapha, je vais tout de suite pouvoir faire une correspondance. Donc il y a une sorte d'éducation ou de rééducation à observer comment je fonctionne, comment mon organisme personnellement fonctionne, voilà, et donc de pouvoir trier ensuite ce qui va être utile dans l'alimentation, dans les soins, dans les compléments alimentaires. C'est pas de l'autogestion
complète, mais on peut commencer déjà à être plus autonome sur sa santé. D'accord. Voilà. Alors, donc là, on a mentionné avant, on a parlé de ce profil Vata Oui. ou de la qualité Vata. Oui. Est-ce que vous pourriez nous redonner comme ça donc les 3 noms et puis nous redire un peu les grandes caractéristiques? Parce que ça va nous aider aussi quand on va parler de nos routines. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé de Vata. Pour parler de Pitta, le Pitta est un peu plus facile à s'approprier puisque la symbolique est le feu. Oui. Hein. Donc déjà, un peu dans notre imaginaire, ça va se rapprocher, qu'est-ce qui peut être feu dans mon organisme. Effectivement, quand il se place en excès, c'est encore plus évident, c'est-à-dire tout ce qui va être acidité, inflammation, Rougeur, irritation, voilà, rougeur. Voilà. Quand il est placé dans son endroit, c'est-à-dire quand il est dans la proportion raisonnée, c'est en fait tout ce qui nous aide à faire de la transformation. C'est-à-dire dans le digestif, ça va correspondre aux organes qui aident à transformer les aliments. Voilà. C'est aussi notre propre chaleur corporelle, hein, ça c'est Pitta aussi hein, dans l'organisme. Oui, il nous en faut, mais voilà, quand il y a un excès, on peut... Quand il est placé dans sa bonne configuration et au bon endroit, voilà, il est bien entendu à sa place. Quand il se déplace, hein, il se met en excédent et donc provoque des effets irritation, acidité, inflammation. Donc vous voyez, l'idée de l'approche de Pitta est assez facile à comprendre. Le dernier, Kapha, dont les symboliques c'est l'eau et la terre. Hein. Donc on retrouve aussi l'effet de froid, mais de ce froid il est humide aussi. Voilà. C'est aussi un repère dans tout ce qui va être la stabilité. Donc l'ancrage, la stabilité, hein, puisqu'il y a le niveau de la terre aussi qui est dedans, donc beaucoup plus statique. Donc tout ce qui correspond à Kapha dans le corps, ça va être les tissus adipeux, ça va être tout ce qui est les liquides synoviaux qui vont aider aux articulations, ça va être les zones d'humidité, poumons, gorge par exemple aussi, qui ont besoin d'un certain niveau d'humidité pour fonctionner. Voilà. Donc tout ça, c'est quand c'est bien à son ordre et à son emplacement, et quand ça se place en excès, ben, ça va être excès d'humidité, souvent qui va ressortir, qu'on va aussi facilement repérer, c'est-à-dire les mucosités, les encombrements. Ça va être aussi les excès de lymphe aussi, qui vont se présenter. Donc souvent ça va être les jambes lourdes, comme on dit. Oui, la rétention d'eau. La rétention d'eau. Donc connaître ça et voir un peu quels sont les excès, les déséquilibres qu'on a, va nous permettre d'adapter certaines de nos pratiques quotidiennes. Exactement, et puis souvent, c'est là la partie intéressante de l'Ayurveda, c'est beaucoup plus parlant parce qu'on va observer sur soi un effet de raideur ou d'échauffement et on va tout de suite penser qu'il s'agit soit de Vata, soit de Pitta par exemple. Et donc on va aller piocher, regarder déjà qu'est-ce que comporte le Vata ou le Pitta dans nos lectures. Et donc on va plus facilement après mettre en rapport qu'est-ce qu'il faudrait manger, qu'est-ce qu'il faudrait apporter. Alors, bien, c'est très bien, on va pouvoir se tourner vers nos 7 piliers de l'Ayurveda, nos routines ayurvédiques. Alors, vous voyez, on a mis sur cette table de cuisine, alors on a des épices, on a des choses à manger, des choses peut-être un peu mystérieuses. Donc vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'il y a dans ce pot, on va vous le dire un peu après, des huiles et puis des petits ustensiles étonnants, dont celui-ci. Et je vous propose qu'on commence par celui-là parce que c'est vrai que vous dites toujours que c'est le premier geste à faire le matin. Voilà, c'est le premier geste à faire le matin. En plus, c'est un objet qu'on ne connaît pas ailleurs que l'Ayurveda. Si on le trouvait dans une maison, on pourrait se demander, tiens, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut bien servir? On trouve ça dans la salle d'eau. À quoi ça sert? Voilà, donc le gratte-langue. Un gratte-langue, c'est un gratte-langue. C'est le gratte-langue. Celui-ci, il est en cuivre. Généralement, on l'utilise aussi en métal. Du cuivre, c'est quand même le mieux. Ça existe dans d'autres matières. Le but, c'est de retirer la plaque blanche qui se construit sur la langue, puisqu'en Ayurveda, c'est déjà une toxine qui se met en place. Donc le dépôt qu'on a le matin au réveil sur la langue. En fait, ce sont des toxines. Ce sont des toxines, ce qu'on appelle ama en Ayurveda. Et donc, c'est chargé de bactéries, de toxines. Donc, on retire cette plaque-là. Ça fait partie de l'hygiène buccale ordinaire en Ayurveda, comme on a le fameux brossage des dents. Voilà. On rajoute un geste supplémentaire, c'est celui d'enlever cette plaque qui est sur la langue, qui à la fois est intéressant à retirer. Pourquoi? Pour l'aspect hygiène buccale, et donc limiter la plaque dentaire, mais aussi de ne pas réingurgiter
ces matières-là et donc en fait faire que les intestins soient chargés de ces matières-là de façon supplémentaire. Donc c'est une forme de petite détox qu'on fait chaque matin. Voilà, tous les matins, c'est une forme de détox et qui est incluse dans voilà, l'hygiène buccale. Donc pour s'en servir, on attrape les petites branches, voilà, on tire la langue et on racle la langue. Tout simplement, hein, ici vous avez la partie aplanie hein, qui sert un peu de palette ou de racloir. Ouais. Hein, et donc on vient retirer du plus près au plus loin tout ce qui peut se trouver. Est-ce qu'il faut le faire pendant longtemps? 3-4 passages peuvent suffire. Voilà. Et puis, de façon secondaire, ça nous aide à voir la qualité de cette plaque-là hein, qui est retirée. Si elle est plus ou moins collante, plus ou moins en quantité, ça nous indique aussi l'état de notre digestif. Donc, c'est un autodiagnostic, là aussi, que propose l'Ayurveda tous les matins. Ouais, donc, premier geste à faire le matin, voilà, le gratte-langue. C'est difficile à trouver, ce petit ustensile? Non, on le trouve assez facilement maintenant. Voilà, dans des boutiques bio, même, on peut en trouver ou les orienter. Oui. Alors, vous me disiez avant cette interview qu'on en trouve de plus en plus en plastique dans les pharmacies, mais vous êtes moins... Tout ce qui peut être plastique, contact de plastique, voilà, hein, puisque là, c'est en cuivre, donc tout ce qui est bactérien, ça s'immobilise et ça meurt hein, au contact du cuivre, alors que les autres matériaux n'ont pas forcément cet aspect-là. Voilà. Ok, donc ça c'est une pratique que je trouve intéressante parce qu'on connaît bien le brossage de dents. Oui. Mais le gratte-langue, c'est vraiment la marque de fabrique. Voilà, et puis généralement, quand on l'a essayé, qu'on a eu 2-3 fois un peu les résultats, souvent ça s'intègre très facilement dans notre hygiène de vie du matin. Et puis 3 passages, c'est pas, on n'a pas pour 2 heures. Quoi. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure aussi des massages. Vous nous disiez qu'il y a quelques années, on ne connaissait que ça. Et il y a bien d'autres choses dans l'Ayurveda, mais il y a effectivement le massage. Et notamment ce massage emblématique qui s'appelle Abhyanga, que vous pratiquez beaucoup. Oui, c'est vraiment un des massages, on va dire, de porte d'introduction, puisque c'est un massage de décontraction musculaire avant tout. Et avant d'aller même plus loin, généralement dans les soins corporels, il faut s'occuper de décontracter, de faire circuler aussi ce qui est le circuit, l'utilisation de la lymphe qui doit être plus circulante, hein, mais aussi le réseau sanguin. Voilà. La décontraction musculaire permet tout ça. D'accord. Alors, on va peut-être montrer certains des gestes, pas tout, parce que c'est un massage qui peut être complet, qu'on peut faire sur tout le corps. Qu'on peut faire sur tout le corps. On peut, voilà, le massage Abhyanga se fait en le recevant, bien entendu. Là, on est totalement en mode de décontraction pour pouvoir recevoir, mais on le fait aussi en auto-massage. Hein. L'idée, donc là, on est un peu moins sur la décontraction, mais de le faire de façon régulière, ça permet quand même d'activer cette circulation sanguine, lymphatique, plus régulièrement. Ouais, et aussi d'amener des stimulations de points vitaux, hein, notamment au niveau du visage, hein, puisque quand on fait l'automassage, on va stimuler les extrémités déjà, hein, donc le cuir chevelu ici, puis ensuite on va passer au visage, les tempes, hein, des points vitaux qui sont au-dessus des tempes aussi, hein, tout ce qui est des points vitaux qui sont au niveau des arcades. Qu'est-ce que vous appelez les points vitaux? Les points vitaux, c'est les points marma en Ayurveda, qui sont des points de carrefour, comme ça, au niveau du système nerveux, et qui aident justement à le réguler. Voilà. Donc en stimulant certains de ces points, on va avoir une action sur la vitalité. Sur d'autres zones du corps, en fait. Hein, comme ce sont des points carrefour, c'est comme un autre maillage sur tout le corps. Et le fait d'activer un des points vitaux va venir réguler l'activité nerveuse de tout un périmètre, que ce soit en correspondance avec des organes, avec des fonctions de mobilité articulaire. Voilà, donc ces points vitaux sont plus largement que uniquement un point sur la peau. D'accord. Vous mentionniez là ceux-là qui sont au-dessus. Ceux-là, par exemple, ils ont quel Alors ici, les fonctions, ça va être beaucoup sur la partie maxillaire, hein, puisque ici, vous avez toute une bande nerveuse qui va jusqu'aux mâchoires. Et donc, d'ailleurs, si on fait le test de serrer les mâchoires, on va tout de suite sentir un effet de gonflement qui se produit là. Oui, et en fait, c'est là que se trouve le point. C'est là que se trouve le point. D'accord. Et en fait,
détendant cette zone-là, qui est un point d'accroche des tendons, on va aussi agir sur toute la partie musculaire et tout ce qui est mâchoire. D'accord. Donc, de fait de détendre cette zone-là, on agit déjà sur les mâchoires, les mâchoires détendues vont détendre la partie cervicale. Vous voyez, il y a toujours des effets de circuit. D'accord. Sur tout le corps. Donc, ce massage Abhyanga, qui consiste à stimuler la peau et certains de ses points vitaux dont vous nous parliez, on va le réaliser pas à sec, mais avec de l'huile. Avec de l'huile, voilà, ça fait partie de ce qui est typique dans les massages ayurvédiques. On utilise de l'huile. Donc, généralement, l'huile de sésame, qui est assez nourrissante, qui aide bien à reconstruire les tissus aussi, parce qu'elle est assez riche en vitamine E, notamment. Ça, c'est ce qui a été observé de façon moderne. Voilà. Donc, ce qui a expliqué le pourquoi de cette utilisation si déployée en Ayurveda. Voilà. Donc, on a mis un mot sur pourquoi c'était si efficace. Oui, voilà. On peut utiliser l'huile de noix de coco, plus adaptée pour des peaux de type pitta, qui vont facilement plus rougir ou être irritées. L'huile de noix de coco, au contraire, permet de calmer les irritations. Voilà, ou alors l'utiliser aussi quand il fait très chaud l'été, ça va être plus approprié. L'huile de sésame, elle a un dosha particulier? C'est plus approprié pour Vata, c'est-à-dire pour calmer l'effet Vata, puisque c'est une huile qui est un petit peu échauffante, qui est très douce et qui est un petit peu échauffante. Donc c'est exactement ce qui est l'opposé des critères Vata. Ok, je comprends. Donc sésame, coco, qualité alimentaire, il n'y a pas besoin de prendre une huile. Tout à fait, tout à fait. C'est un des critères en Ayurveda, c'est tout ce qui peut être mis sur la peau doit pouvoir être mis sur la langue. D'accord. Donc si je ne peux pas avaler ce que je mets sur la peau, il y a un souci. Très bien. Est-ce que vous pouvez me montrer quelques petits gestes peut-être gestes sur le visage? Alors, on ne va pas forcément le faire là avec de l'huile, parce que moi, je n'ai pas les mains suffisamment propres. Mais donc, idéalement, on se lave les mains. Pour juste avoir une idée de comment ça se passe, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on s'occupe du cuir chevelu, ici. C'est un point d'extrémité, comme les mains et les pieds, très important à stimuler pour tout le réseau nerveux. Donc, on s'occupe avec toute la main, pas juste le bout des doigts. On englobe le plus possible, on essaie d'être en contact le plus possible, toute la main sur le crâne. Mouvement circulaire, sur tout le crâne, comme ça. Voilà. Autre point intéressant qui sont utilisés dans d'autres médecines, c'est les oreilles aussi, où il y a beaucoup de points. Donc on essaie de stimuler et de réveiller tous ces points-là de façon globale. C'est-à-dire qu'on masse le pavillon totalement sans s'attarder forcément sur un point. D'accord. Voilà. Pas de technique de massage particulière là. Voilà, c'est une stimulation générale. Donc ça les fait rougir un petit peu, ça voilà, veut dire forcément. On les a stimulés. Voilà, ensuite on s'occupe du visage, donc on fait des mouvements d'abord d'englobement. Tout ça avec l'huile. Tout ça avec l'huile, voilà. Puis ensuite on passe à des détails comme les tempes, le fameux point. Donc ça on peut le stimuler plusieurs petits mouvements circulaires. Voilà, un mouvement circulaire ici. Et ensuite on passe aux mâchoires, ici, aux muscles maxillaires, ici. C'est pas juste au niveau de la peau, on essaie d'aller chercher la musculature pour aller décontracter. Détendre vraiment le visage. Voilà. Et ensuite, on fait d'autres détails sur le visage. Puis, on passe à la nuque. Nuque trapèze, le buste, ici. Et on va descendre sur tout le corps. Voilà, petit à petit, on descend, on vient petit à petit. Voilà, il y a le buste, les bras jusqu'aux mains, puis les jambes jusqu'aux pieds. Voilà. Et les pieds inclus, les pieds inclus, des pieds compris. Des pieds inclus. Donc ça, c'est un long, grand massage du corps. Voilà, qui peut durer un bon quart d'heure, voilà, quand on le fait en automassage. Que vous recommandez de faire à quel rythme ou selon quels critères? Voilà, ça peut dépendre en fait du besoin, c'est-à-dire que si on traverse une période où on sent beaucoup de raideur musculaire et tendineuse ou articulaire, là, il faut le faire tous les jours, pendant une semaine, et ça devrait réguler. Ça dépend bien sûr de l'ampleur des raideurs au niveau de la musculature. Voilà. Si c'est un entretien régulier,
pour aider à la stimulation de la circulation sanguine. Une fois par semaine, ça peut suffire. D'accord. Ok, donc sans problème particulier, on peut se dire qu'on le fait, c'est Voilà. une routine du matin, C'est une fois par routine semaine. qui Ok. peut se placer le matin, qui peut se placer aussi en fin de journée, celle-ci, puisque la petite différence avec l'Inde, c'est notre température Oui. sous nos latitudes, et donc il ne faut pas se refroidir derrière. Donc d'accord. comme on a de l'huile sur le corps, c'est vrai que on peut plus facilement se refroidir en étant à l'extérieur, si on Alors, sort à l'extérieur. En été, on est plutôt, Voilà. c'est plutôt une bonne pratique à Ouais. faire en été. Donc. Parfait. Alors, je retourne à mes petits objets là sur la table et j'ai cette très belle chose. Alors ça, c'est mon chouchou, il faut que je le dise quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, Fabien? Voilà, le ghee. Ça, c'est du ghee. Voilà, le ghee, le fameux beurre clarifié aussi, Ouais. qui est un des snéhanas majeurs, c'est-à-dire des lubrifiants pour le corps Alors, je vous majeurs. montre parce qu'on ne se rend pas compte de la texture, mais voilà, il y a une texture très douce. Hein. Vous avez vu, Voilà. j'effleure à peine. Donc, il est très mou. Hein. Voilà. Donc ça se mange. Et c'est très bon. Voilà, ça s'utilise beaucoup en Ayurveda. Hein, ça fait partie, donc, comme je disais, des matières grasses majeures à utiliser en Ayurveda. Avec ce qui est les huiles végétales, là c'est un autre pendant, c'est une matière grasse à base donc, de source animale. Hein, Alors, c'est fait à base de quoi donc c'est à base de beurre doux. De beurre doux, voilà. De beurre de vache classique. Hein. Classique, voilà, dont on va retirer le lactose et la caséine. Ouais, voilà, donc ce qui fait que ça devient une matière grasse qui peut être beaucoup plus facilement digeste pour tous les organismes, y compris bien entendu ceux qui peuvent être intolérants à ces deux matières. Oui, tout à fait. On peut le fabriquer nous-mêmes. C'est très simple, c'est un petit tour de cuisine. Voilà. Donc très facile à faire. Voilà, je recommande toujours de le faire à peu près de cette quantité-là, d'ailleurs. Donc là, on a mis 2 plaques de beurre de 250 grammes, il me semble, les plaques. Il me semble, ouais. Et puis, on va vous montrer, puisqu'on en a fabriqué avec Fabien juste avant, parce que c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement plutôt le matin. On en a fabriqué avec Fabien, et comme c'est un peu long, on vous a réservé l'enregistrement qu'on va vous montrer tout de suite. C'est uniquement du beurre doux, voilà, que tout simplement, on va laisser fondre dans un premier temps. Hop. On va essayer de pas celui-ci trop est un peu ramolli, mais quand vous le sortirez le vôtre du frigo, il devrait se mettre bien. Alors, ouais, je vais essayer de le mettre en direct. Alors, c'est déjà bien chaud. Donc, waouh, on va le faire refroidir. Ça, c'est toute la difficulté avec les plaques électriques. On ne sait pas trop. Voilà. Ça refroidit un petit peu. Pardon. Ça, et le second. Ici. On va mettre. Alors, on va laisser fondre. Donc on ne fait rien. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est juste de l'observation. Ensuite, on ne fait rien. Voilà, on laisse fondre. Là, il y a une petite mousse qui est en train de se former au-dessus. Voilà. Ça, c'est la première étape. Hein. Voilà, ça commence à se clarifier déjà d'ailleurs, puisque on commence à avoir une couche. Une petite mousse là, qui apparaît sur le dessus. Et si on écarte un petit peu la mousse, on s'aperçoit que dessous, on commence à avoir ce qu'on appelle le beurre clarifié qui est en train de se faire, puisque ça s'éclaircit, on peut aller voir jusqu'au fond de la casserole presque. Et surtout, si je repère ici peut-être, voilà, on commence aussi à voir les particules de caséine qui restent, elles, entières, qui ne se dissolvent pas avec le restant de la matière grasse. Et donc, c'est ce qui sera filtré à la fin. Donc là, on est au stade où le ghee est fait. On voit que les petites particules, voilà, c'est les particules de caséine. Donc, elles sont bien détachées de la matière grasse. Et là, on va pouvoir les filtrer maintenant. Allez. Alors, on va essayer. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Mais on va être honnête, Fabien, on a dû le faire 2 fois. Et oui, parce qu'on a raté le premier, figurez-vous. Voilà, c'est vrai que ça demande une grande vigilance, surtout dans les dernières minutes,
Parce qu'il faut bien connaître son matériel de cuisson et voilà, là des fois... Pour obtenir ceci, donc quelque chose qui a une couleur dorée et non pas un peu bruni où là, voilà. ce serait trop tard. Donc vous verrez que on vous a préparé un petit truc, on vous explique tout ça. C'est bien pour ça que je disais que c'est un tour de cuisine. Il faut connaître son matériel et il faut faire de l'expérience. Alors à quoi, donc vous nous disiez que c'était une matière grasse privilégiée, facilement digestible. Oui. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? À qui est-ce qu'il va servir? Quels vont être ses bienfaits? Alors, ça peut être utilisé vraiment par tout le monde, hormis des personnes qui auraient des excès de cholestérol, bien entendu, ça reste une matière grasse, bien sûr. Mais sinon, justement, par rapport à nos profils, Vata, Pitta et Kapha de l'Ayurveda, c'est utilisable par tout le monde. D'accord. En cuisine, c'est-à-dire cru ou cuit, puisque c'est une matière grasse qui peut tenir jusqu'à 250 degrés avant d'être sur son point de fumée. Donc, plus élevé que de l'huile d'olive ou du beurre. Donc on peut s'en servir assez facilement pour tout ce que l'on fait en cuisine. Voilà. Et on l'utilise même aussi sur la peau. Oui. On l'utilise même en matière grasse pour se masser, pour régénérer la peau. Avec quel bienfait? Alors, est-ce qu'elle a un bienfait particulier, cette plutôt huile? adapté, là quand on l'utilise sur la peau, à tout ce qui est pour renourrir donc les effets Vata qui amènent du dessèchement. Donc parce qu'elle est particulièrement nourrissante. Elle est nourrissante. Et aussi par rapport à un excès Pitta, c'est-à-dire que quand il y a des rougeurs, voire quand on a eu un excès de chaleur par le soleil, on peut appliquer du ghee. Pas le stade où on aurait eu le coup de soleil. Là, on utilise plutôt carrément le gel d'aloe vera. Mais le stade où on sent qu'on a trop chauffé, ou que partiellement il y a des, sans parler de soleil, d'excès de soleil, des zones sensibles et irritées, on peut appliquer du ghee. Voilà. Ok. Et en cuisine, elle va avoir, donc vous nous disiez, elle renourrit, elle est particulièrement nourrissante. En cuisine, quel intérêt ça va avoir de... Alors, moi, je vous le dis, ça fait 10 ans que je ne cuisine plus qu'avec ça. J'ai converti à peu près toute ma famille à ça. Et j'adore le goût et je sais qu'elle nous fait du bien. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je le sens. Est-ce que vous sauriez nous dire pourquoi est-ce qu'elle est vraiment bonne, cette matière grasse-là? En fait, voilà, la différence avec une huile végétale, c'est que ça n'appelle pas les mêmes fonctions pour la digestion. C'est-à-dire que le foie, par exemple, ne va pas surenchérir d'activité pour uniquement digérer cette matière grasse. Et puis, du coup, donc, on peut en consommer un peu plus même que de l'huile végétale sans avoir l'effet crise de foie, entre guillemets, ou surcharge. Elle a un effet assez apaisant sur les intestins. C'est un effet apaisant. Si on connaît des irritations, par exemple, au niveau des intestins, c'est une matière grasse qui est beaucoup plus adaptée que d'utiliser d'autres types d'huile, puisqu'elle va venir faire pansement. Elle va venir apaiser les zones qui sont en irritation. Et ce que je trouve assez chouette, c'est que c'est fait à base de beurre, qui est quand même un truc qu'on trouve beaucoup chez nous, notamment sur la partie nord de notre pays. Et donc moi qui suis née en Normandie, voilà, genre de beurre, on en trouve tant et plus. Et donc c'est facile de convertir sa famille sur se faire du bien au ghee. Généralement, c'est un goût très agréable. Et moi, je vous dirais même que je pars toujours en vacances avec ce pot en verre et mon petit filtre à ghee, pour où que je sois, pouvoir le faire, parce que sinon j'ai des enfants qui me demandent du ghee. Mais c'est vrai que c'est une pratique que je trouve assez chouette, parce que ça a beau venir d'Inde, quelque chose qu'on peut... Voilà, ça, c'est ce que j'aime aussi dans l'Ayurveda, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de produits très compliqués. Très compliqués, voilà, il faut toujours que ce soit... L'autre aspect juste peut-être par rapport à l'Ayurveda, c'est que le ghee est un des véhiculateurs, c'est-à-dire que il va faciliter l'introduction dans l'organisme de la valeur des agents actifs, soit des plantes, soit de notre préparation culinaire. Donc ça va aider à nourrir, à régénérer l'organisme. Ça fait partie des régénérants majeurs, les rasayana, comme on dit en Ayurveda. Voilà. Ok, ça c'est intéressant. Bon, eh bien écoutez, on a... Voilà, passé déjà beaucoup de temps à vous parler de ces routines ayurvédiques. On en a abordé 3 en détail. On vous disait là au début qu'il y en avait 7 en tout, donc il y en a 4 qu'on n'a pas abordé. Mais voilà, il y a celle que vous retrouverez avec ce petit lota ou neti pot. Il y a cette très belle préparation dont je vais vous reparler. Alors, on n'a pas le temps de toutes les aborder là, mais on a tourné ensemble, Fabien,
7 très belles vidéos qui reprennent ces 7 routines ayurvédiques. La toute première, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est la routine qui consiste à s'occuper de toute l'hygiène buccale et des voies respiratoires hautes. Exactement. On retrouve le gratte-langue, mais on retrouve aussi donc ce petit pot qui sert à nettoyer le nez. C'est un objet assez curieux, mais vous verrez que ça c'est pareil. Une fois qu'on y est habitué, on l'adopte volontiers. Puis dans cette vidéo, on parle aussi d'une technique qui est un bain de bouche bien connu de l'Ayurveda qui s'appelle le gant-douche. Toutes ces petites techniques qui permettent d'avoir les voies nasales dégagées, désencombrées des toxines. Tout ce qui est buccal, très entretenu. Voilà, la bouche et les dents bien entretenues. C'est vrai qu'on a souvent l'image des dentitions indiennes très toutes blanches, toutes belles. On a tourné une deuxième vidéo dans laquelle, Fabien, vous me montrez, puisque vous verrez que je fais largement le cobaye, comment réaliser ce massage Abhyanga du haut de la tête au bout des pieds, avec toutes les bonnes techniques, en passant par ces fameux points vitaux dont vous nous avez parlé, qui sont vraiment des points clés en Ayurveda de stimulation de la bonne santé, de mobilité, etc. Dans la troisième vidéo, on parle plutôt des herbes et des épices à adopter selon son profil ayurvédique ou selon son déséquilibre du moment. Vous allez retrouver les vata, les pitta, les kapha, avec des épices que vous connaissez, le curcuma, le gingembre, la cannelle, mais aussi des épices de chez nous. On a parlé mélisse, romarin. Voilà, puisque c'était plus adapté justement sur tout ce qui est les infusions et les décoctions, l'utilisation des épices pour faire ces infusions. Que vous pourrez utiliser très simplement en infusion et en décoction. Dans la quatrième vidéo, ça c'était une petite question piège. Moi je vous avais demandé quel était le petit déjeuner idéal en Ayurveda. Donc on a préparé une très belle vidéo où vous allez voir que le petit déjeuner ayurvédique, il va mettre tout le monde d'accord. Il est bon, il est facile à réaliser et il est plein de bonnes choses à la fois nourrissantes sur tous les plans, des tissus, de la digestion, etc. Dans la cinquième vidéo, Fabien, vous nous présentez votre routine étirement du matin. Oui. Et je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle est beaucoup plus simple qu'une routine de yoga si vous ne pratiquez pas déjà le yoga. On a mis l'accent sur les articulations, sur la mobilité, sur la circulation. On peut la réaliser assis ou sur une chaise. Ou sur chaise. Très inspiré, ce sont des échauffements articulaires plutôt que les postures de yoga, et très inspiré du Sukshma Vyayama, qui sont en fait la méthode d'échauffement articulaire avant de commencer plus loin, ce qui pourrait être les salutations au soleil, les postures asana ou toute autre activité physique. Voilà, très bien. Et c'est très à la fois simple et très efficace, je trouve, à pratiquer. Toujours l'idée, c'est d'avoir une méthode qui s'adapte facilement sans forcément être connaisseur ou très pointu. Il n'y aura pas de contorsion, on ne vous mettra pas les pieds à l'envers et la tête en bas. Voilà, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. On a consacré une vidéo entière à la confection du ghee, où on vous redit un peu plus en détail les étapes pour bien le réaliser, ne pas le rater, bien le filtrer, bien le conserver, et puis bien vous en servir au quotidien. Et puis dans la toute dernière vidéo, on a préparé ce très joli petit plat qui n'est pas un curry indien, parce que c'est un des plats rois de l'Ayurveda. Oui, qu'on utilise énormément en Ayurveda. Qu'on appelle le kitcheri. Le kitcheri. Voilà, qui est composé de riz, de lentilles, de légumes, de bons gras, d'épices. Un plat complet, facile à réaliser, très bien pour les intestins et qu'on utilise soit pour justement calmer les problèmes intestinaux passagers, qu'on peut utiliser aussi de façon quotidienne. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément une réponse à un problème, mais ça peut être, puisque ce plat est totalement complet, végétarien. Voilà. Et très facile à faire. Et très facile à faire. Il y a besoin d'une casserole dont vous ne vous occupez pas. Voilà, c'est quand même assez chouette. Ça c'est la simplicité. On a tout. C'est un plat équilibré où il y a la protéine végétale, où il y a l'équilibre avec les légumes et bons gras, du bon gras, les épices qu'on peut faire varier à volonté. Et donc une seule casserole. Et ça, c'est vraiment une chose à adopter aussi. Je sais que c'est la première fois qu'on met tout ça en image. Tout à fait, je pense qu'on est les premiers à avoir proposé ces routines-là. Donc c'est une belle initiation à l'Ayurveda. Si vous voulez vous lancer, c'est une très belle manière de le faire. Donc je vous invite à retrouver tous ces détails en dessous. Et puis à bientôt, Fabien. À bientôt. Merci.